Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas tourné de vidéo, que ce soit un vlog ou une vidéo autre. Tout simplement parce que j'ai commencé à travailler et j'ai des horaires un petit peu casse-pieds, surtout je suis éreintée quand je finis le travail. Donc j'ai pas encore réussi à trouver une vraie bonne organisation qui me permettrait de vous faire des vidéos, de me reposer et de lire. Mais je commence petit à petit à prendre le pli. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture parce que j'en suis déjà à 4 livres lus. D'ailleurs j'ai décidé d'abaisser le nombre de livres du point lecture de 4 à 3 parce que je me suis rendu compte que ça me faisait toujours des vidéos super longues, que je m'embrouillais en fait entre les différents livres et en plus de ça je vais pouvoir plus m'étaler en fait sur les livres que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres différents, dont 2 tomes 2. Je suis très fière de moi. Et bien, je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Dans un premier temps, je vais vous parler de ma lecture des Voleurs de fumée, le tome 1 de Sally Green chez J'ai lu. Puis je vous présenterai par la suite le tome 2 de Shades of Magic, Shades of Shadow de Will Schwab chez Lumen. Et enfin le tome 2 des Royaumes de Feu de Tweety Sutherland, La Princesse Disparue chez Gallimard Jeunesse. Donc tout d'abord on va commencer avec Les Voleurs de Fumée de Sally Green chez J'ai lu. Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Alors on va être dans sur un espèce de continent fantastique, enfin de fantasy quoi, un imaginaire, voilà je vais y arriver. Voilà, qui ressemble à ça avec les différents pays. Et en fait, une guerre a opposé le Calidor et le Brégand qui sont désormais gouvernés par 2 frères ennemis. Et en fait, le roi du Brégand veut absolument récupérer le Calidor. Voilà. Et au cours de cette guerre, il y a aussi notamment un peuple qui a été détruit, c'est le peuple Abasque. Voilà, je vous pose la base de l'arrière-fond politique pour que vous compreniez l'histoire. Nous, on va suivre 5 personnages, comme vous pouvez le voir ici, je vous l'ai lu. On va suivre Catherine. Catherine, elle est la fille du roi du Brégand, donc elle est princesse du Brégand. Elle est destinée à épouser le prince de Pittori, qui est une autre contrée de ce fameux continent. Elle est amante, alors je dis amante au sens très classique du terme, dans le sens où elle est amoureuse d'eux. Elle est amoureuse d'un des gardes de sa garde personnelle qui est Ambrose. Oui. Oui, c'est ça, Ambrose. Donc voilà, on va suivre ces 2 personnages-là. Ensuite, nous avons Tash. Tash est une jeune fille de 13 ans qui a été vendue par ses parents à un chasseur de fumée de démons. Donc en fait, son travail, c'est d'attirer le démon dans un piège parce qu'elle a une vitesse exceptionnelle et du coup, elle se charge d'attirer les démons dans le piège pour qu'ensuite ils puissent récupérer la fumée. La fumée, c'est un petit peu l'âme, on va dire, qui sort par la bouche du démon au moment où il meurt. Et donc la fumée de démon, c'est comme une drogue, en fait, on pourrait associer ça à l'opium dans les sociétés du 19e siècle. C'est une drogue que les gens aiment consommer, bien sûr on n'a pas le droit, mais ça se fait en schmette, voilà. Ensuite on va suivre également... J'ai oublié les noms. On va suivre également Marsh. Marsh est un des derniers rescapés du peuple Abasque, ce fameux peuple qui a été détruit pendant la guerre. Et il est serviteur auprès du prince du Calidor et son but... c'est de se venger en fait de ce prince. Il est prêt à tout pour accomplir sa vengeance, c'est un des derniers descendants de ce peuple et il se rend bien compte qu'en fait le prince du Calidor lui racontait des conneries en lui disant que il a toujours vu comme un héros et un jour en rencontrant un des derniers Abasques comme lui, il s'est rendu compte que peut-être c'était pas tout beau tout rose. Et enfin on va suivre Eldion. Eldion c'est un bâtard, c'est-à-dire que personne ne sait qui est son père ne l'a jamais reconnu, il vit seul avec sa mère, et il est kleptomane, il ne peut pas s'empêcher de voler. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur eux parce que moi je m'attendais, pour être très honnête, à avoir une histoire à la Six of Crows, c'est-à-dire un groupe qui décide de vivre des aventures, voilà, quelconques. Mais en fait, la rencontre des personnages se fait super tard dans le roman, donc en fait je peux pas vous dire comment ils se rencontrent, pourquoi, dans quelles conditions, où est-ce qu'ils se rencontrent, je ne peux rien vous dire, ça vous spoilerait l'intégralité du roman, sachez juste qu'ils se rencontrent. Voilà, ils se rencontrent et leurs destins vont se retrouver liés, tous, les uns aux autres, et voilà. Alors, au début, j'ai trouvé ça super long parce que, vu que je m'attendais à la rencontre des personnages,
je me disais, mais putain, le roman ne va jamais démarrer en fait, le roman ne va jamais partir. Ok, on nous présente les personnages, ça dure une centaine de pages sur 500, oui, je suis tout à fait d'accord, on nous présente les personnages, c'est bien normal. Mais la suite, je trouvais ça d'une longueur mais extrême, parce qu'en fait on va assister à plein de petites scènes qui peuvent paraître hyper insignifiantes, c'est-à-dire qu'on va passer un chapitre entier à assister à... en fait, Catherine va assister à l'exécution de la sœur d'Ambrose, qui est accusée d'adultère avec un homme marié, tout ça. Et cette scène est super longue, on a toute la préparation de Catherine et la préparation de Anne, donc c'est la sœur d'Ambrose. Et cette scène dure 1 ou 2 chapitres, une cinquantaine de pages, et là tu te dis, mais punaise, c'est super long quand même. On a plein voilà, de petits détails insignifiants, et même de plein de quêtes personnelles des personnages, où tu te dis, mais le but c'est pas qu'on suive 5 personnages détachés, moi j'aimerais bien qu'ils se rencontrent et tout ça, mais en fait, tout prend son sens dans la suite du roman, et tout prend son sens d'une manière tellement naturelle et bien amenée. J'ai trouvé l'intrigue de ce roman super bien construite. Là on va beaucoup tourner, c'est vrai que le côté fantasy, il est uniquement présent de par la fumée de démons, et les démons en général. Il est vrai que dans ce roman, enfin dans ce tome 1 tout du moins, la fantaisie était assez peu présente. Je m'explique. On était beaucoup plus concentré sur le côté politique, qui tout est relié aux démons, bien évidemment, ça ne s'appellerait pas les voleurs de fumée avec la fumée de démons, et voilà. Tout est relié à cette fameuse fumée de démons, mais on est très focus sur le côté politique, et j'ai trouvé la construction de l'intrigue politique, les complots, les alliances, les machins, les machineries arrière, juste incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, non pas pour le côté forcément fantastique, quoique relativement original, parce que le concept des créatures mystiques, démoniaques même, et on en récupère l'essence et ça devient une drogue, et voilà, j'aime beaucoup aussi ce côté-là. Mais il est vrai que là, dans ce roman de fantasy, ce que j'ai préféré, c'est l'aspect politique, qui était tellement bien construit, ficelé, mis bout à bout pour créer une histoire globale, et j'ai trouvé ça juste trop bien. J'étais vraiment plongée à partir de 100-150 pages, et la fin, quand on découvre un petit peu toutes les questions qu'on se posait, et pourquoi est-ce que ce personnage a fait ça, et pourquoi tel pays a fait ça à un autre, et c'était juste trop bien pour le côté politique. Pour le coup, la fantasy avait un petit peu disparu derrière le côté politique. La romance aussi, il y a en fait on ébauche quelques ébauches de romance en fait. Elle n'est pas tant présente que ça dans ce roman. On sait que Catherine et Ambrose sont amants et s'aiment, mais ça s'arrête là quoi. Enfin on le sait dès le début, hein, je vous spoil rien. Il y a un espèce d'autre couple, c'est pas un couple, mais voilà, on a des allusions au fait que peut-être, dans le lointain, ils formeront un couple, ou il y a un jeu de séduction machin, je vous dis pas qui c'est, mais il n'y a pas énormément de romance, donc je qualifierais pas ça de romantaisie pour le coup, mais il faut savoir qu'il y en a que ça te dérange qu'il y en ait. Il y en a un petit peu, c'est pas de la romance, je crois qu'ils sont touchés 3 fois la main, hein, mais voilà. Mais vraiment, j'ai adoré ce livre pour le côté très politique, et les intrigues politiques étaient vraiment passionnantes. Et on découvre aussi des personnages qui sont vraiment hyper attachants. Catherine, il faut savoir qu'elle est dans un royaume qui pourrait être apparenté au royaume de France médiéval, par exemple, où la femme était un petit peu, voilà, sois belle et tais-toi. Et Catherine va prendre sur ses épaules beaucoup de choses, parce qu'elle va être impliquée en fait dans ces enjeux politiques sans même le savoir ou le vouloir. Et j'ai adoré le personnage de Catherine, c'est vraiment celle qui me revient le plus en tête quand je repense à ce roman, c'est celle que j'ai préférée. Et je me suis beaucoup attachée à elle, tous les autres aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont hyper bien construits, on n'a que leurs 5 points de vue, donc on divague pas ailleurs et ça c'est très bien. Mais voilà, je me suis beaucoup attachée à ces personnages. Ma préférée restera Catherine, bien sûr, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite, donc voilà. Ensuite, fin du mois de juin, j'ai lu Shade of Shadows de V.E. Schwab chez Lumen, le tome 2 de Shade of Magic. Alors pour ceux qui ne se rappelleraient pas, je vous mettrai mon vlog ici. On est dans un monde où il existe 4 dimensions différentes qui ont pour même ville, enfin même point commun, une ville qui est Londres. On a le Londres noir, le Londres gris, le Londres blanc et le Londres rouge. Dans le Londres gris, c'est le Londres médiéval slash 19e siècle, on va dire, actuel, donc sans magie, sans rien, un petit peu fade. Le Londres rouge qui est débordant de magie, pétillant, voilà.
Le Londres noir qui a sombré après avoir été petit à petit grignoté par la magie, et le Londres blanc qui va connaître le même sort étant donné sa proximité avec le Londres noir, et qui est infesté par le mal et le crime. Nous on va sur Kel. Kel est un Antari, c'est un magicien de sang, il est un des seuls à avoir le pouvoir de passer de Londres en Londres, et du coup il est le messager de la couronne du Londres rouge. Et Kel, il faut savoir qu'il ne connaît pas ses origines, il se sent un petit peu comme objetisé par la couronne, et il se livre à des activités un petit peu illégales, c'est-à-dire qu'il rapatrie des objets des différents Londres dans le sien, et il fait un petit peu du recel finalement d'objets des différents Londres. Et un jour, ce recel va le conduire à une situation plus que délicate pour l'ensemble de l'équilibre de ces mondes. Et c'est à cause de cette action qu'il va faire, cette chose en rapport avec le recel, je peux pas vous dire ce que c'est. Il va rencontrer Lila qui vient du Londres gris, qui est une voleuse, une pickpocket hors pair, et qui n'a qu'un rêve, c'est de un jour pouvoir s'acheter un bateau pour pouvoir fuir son Londres gris, fade, moche et dégueu. Et en fait, Lila et Kel vont se retrouver liés par la chose qu'a fait Kel et à laquelle Lila s'est mêlée, on va dire. Et l'équilibre des 4 mondes vont reposer sur leurs 2 épaules, et c'est là qu'on s'arrête dans le tome 1. Je vous l'avais dit, dans le tome 1, la boucle est bouclée, l'intrigue de ce tome est terminée. Ici, on les suit après ce fameux tome 1. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le Londres rouge va être mis en place des jeux des éléments, et ça va être un petit peu l'intrigue du roman. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, je vous en ai parlé en vlog pendant des jours et des jours, mais Dieu que c'était long. C'était super long. Ça a mis 500 pages avant de se débloquer, il en fait 600. Voilà, c'était super long. Comme je vous l'avais dit, je pense que ce tome a vraiment souffert du syndrome du tome 2 dans les trilogies. C'est-à-dire que le tome 1 était vraiment bien, le tome 3 va être génial, ça va être l'apothéose, la fin de la saga, trop bien, et le tome 2 il retombe à plat comme un soufflé. C'est souvent ça. Je pense que pour certains auteurs, c'est dur d'écrire une trilogie parce que du coup, le fait qu'il y en ait 3, tu sais où tu commences, tu sais où tu vas, mais tu sais pas ce qui se passe au milieu. Et du coup, c'est souvent pour ça que dans les trilogies, on dit souvent que le tome 2 est un petit peu caca, quoi. Il est pas terrible. Mais là, c'était vraiment... Enfin, c'était intéressant dans le sens où on voit les conséquences de ce qui s'est passé dans le tome 1. Dans tout point de vue, que ce soit pour Kel, pour Lila, pour d'autres personnes dont je ne citerai pas les noms, ce serait vous spoiler. Et ça prend 150-200 pages à voir un petit peu les conséquences. Bon, ça commence à être un petit peu long, et puis on nous parle de ces fameux jeux magiques, et en fait on voit toute l'organisation des jeux, et il se passe rien, mais on sent qu'il y a un truc qui va se passer en toile de fond, sauf que le truc qui se passe en toile de fond, c'est les 100 dernières pages. Donc c'est... Je pense vraiment qu'on aurait pu condenser ce roman en 300 pages au lieu de 600. Clairement. Au lieu de tergiverser sur les sentiments des personnages, sur le fait qu'on prépare les jeux des éléments, et puis après assister au jeu des éléments, c'était vraiment sympa. C'était vraiment hyper original comme manière de fonctionner, de faire des tournois magiques et tout ça. J'ai beaucoup aimé les jeux des éléments, mais voilà, c'est les 200 dernières pages. Genre, je crois que le chapitre des jeux des éléments, attendez, je vais vous le dire à quelle page il arrive. 8e chapitre, page 430, pardon. 430 pages avant d'avoir ces fameux jeux des éléments sur 600. Donc je me suis tapé 430 pages avant que la vraie intrigue de l'histoire démarre. C'est super long. Alors, la fin en vaut la chandelle. Alors la fin est un énorme cliffhanger, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ça m'énerve. D'ailleurs j'ai commandé le tome 3, là il est actuellement point roulé, j'ai juste à aller le chercher, c'est bon, je peux continuer. Là n'est pas la question. Mais c'est surtout que la fin en valait la chandelle finalement, parce qu'il se passe plein de choses. C'était un peu comme dans le tome 1, le tome 1 était long, pas autant, mais le tome 1 était long. Et à la fin, c'est l'apothéose, il se passe plein de choses partout et c'est trop bien. Mais c'était vraiment super long pour y arriver, là, pour le coup, 430 pages avant qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est lourd, quoi, c'est vraiment lourd. Mais, comme je vous l'ai dit, la fin en vaut la chandelle, on a envie de lire le tome 3 et de se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que tous les événements s'enchaînent à la fin. Mais c'est la fin! C'est super long. Enfin, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'était un bof pour moi, c'était pas non plus une cata, je n'arrêterai pas la saga pour autant parce que je suis persuadée que c'est juste le fait que ce soit un tome 3 qui fait cet effet-là, un tome 2 pardon qui fait cet effet-là,
et je suis persuadée que le tome 3 sera meilleur. Mais ça reste quand même un bof. Pour autant, je vous déconseille pas du tout la saga, c'est une saga que moi j'apprécie beaucoup et que je compte bien finir pendant ce mois de juillet. Donc voilà, ce serait ma deuxième saga finie depuis que j'ai commencé à lire. C'est beau. Bref, ce tome-là c'était un bof qui tire en longueur, qui tergiverse beaucoup pour dire pas grand-chose, mais je suis persuadée que le tome 3 sera bien mieux. Voilà. Et enfin, ma première lecture du mois de juillet, le tome 2 des Royaumes de Feu, La Princesse Disparue de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse, qui est un petit peu sale d'ailleurs. J'aime beaucoup trop la couverture, absolument magnifique. Pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, toujours dans le même point lecture, on est à Pyria, une île peuplée de dragons, et chaque peuple de dragons correspond à une espèce en fait qui a ses propres spécificités physiques et ce genre de choses, qui est donc découpée en royaumes, en peuples et tout ça. Donc Pyria, grande île avec une archipel et tout ça. Cet archipel est secoué par une guerre depuis des années pour savoir laquelle des 3 filles de la reine Oasis succédera à celle-ci après sa mort, parce qu'elle a été assassinée par un charognard. Les charognards c'est nous les humains, mais vu que c'est que des dragons, on est des mini-merdes à côté d'eux. Et du coup cette guerre dure depuis des années et des années, et il y a une organisation qui s'appelle les Serfs de la Paix qui fait tout pour que cette guerre se clôture en fait, parce qu'il y en a marre d'avoir des morts. Et pour ça, ils suivent une prophétie qui dit que 5 dragonnets nés lors de la nuit la plus claire, j'arrive plus à parler, seront les dragonnets du destin en fait. Et nous, on arrive 6 ans plus tard. Ces dragonnets sont dans une grotte. On va suivre Argyle, Tsunami, Gloria, Comet et Sunny, qui sont les 5 dragonnets de la prophétie. Mais ces 5 dragonnets un peu bancals. Déjà, il en manque un qui est remplacé par Gloria. C'est pas la bonne espèce de dragon. Il y en a un, il a pas de pouvoir alors qu'il est censé en avoir. Il y en a une, elle est censée être énorme, elle est pas du tout impressionnante, elle ressemble à une enfant. Enfin voilà. Vraiment, la prophétie, elle est un peu partie en cacahuète et les éducateurs, on va dire, leur font bien comprendre. Et un jour, ils en ont marre, ils vont dire « Et si on allait découvrir le monde ?» Et c'est là que commencent les embrouilles. Et nous, on va les suivre dans leurs embrouilles. Donc dans le tome 1, on suivait Argyle, l'aile de boue. Ici, on va suivre Tsunami qui est l'aile de mer. Couverture absolument magnifique, on va se retrouver au royaume des ailes de mer. Et je peux pas vous en dire plus, tout simplement. C'était une relecture pour moi, parce que pour rappel, c'est une saga que je lisais quand j'étais enfant, donc ce tome 2, je l'ai lu. Je m'en souviens, je me souviens de quelques éléments, on va dire, avant de le commencer. Mais c'est vrai que je me souvenais pas de tout. En plus de ça, comme je vous l'ai dit la dernière fois, mon rythme de lecture à l'heure actuelle est beaucoup plus élevé que quand j'avais 9 ans, ce qui est logique, j'en ai 10 de plus, et j'ai fait des études depuis, et j'ai eu mon bac, et voilà. Mais j'en avais tellement peu de souvenirs qu'en fait, pour moi, c'est carrément des lectures, en fait. J'ai adoré ce tome, comme tous les autres, j'ai bien l'impression. En fait, l'histoire qui concerne les dragonnets, quand on la vit avec eux est juste trop bien, mais derrière, en fait, on sent qu'il se trame des choses en toile de fond, et on a hâte de savoir ce qui se trame en toile de fond, vraiment. Donc voilà, j'ai adoré ne serait-ce que pour l'histoire, tout simplement, et vraiment le côté, la trame de fond, la trame de fond. Les événements s'enchaînent super vite, c'est du jeunesse, hein, c'est écrit super gros, mais ça reste quand même, je sais pas si je vais voir, voilà, ça reste quand même très logique et très bien ficelé, c'est-à-dire qu'un événement n'arrive pas non plus comme par magie, quoi, ça marche pas comme ça. Il y a quand même une logique à la succession des événements, bien évidemment. On a aussi, dans le point de vue de Tsunami, une très bonne remise en question, je trouve, de ce personnage. J'aime bien, moi, les personnages qui se remettent en question et qui ne foncent pas tête baissée. C'est le caractère de Tsunami, mais là, elle a réussi à se dire peut-être que ce que je pense n'est pas la réalité, il faut que je me... Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, ça fait aussi réfléchir sur la question des fonctionnements des états, ce genre de choses, parce que ce sont des états, même si c'est des dragons. Mais voilà, ce sont des états quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. En fait, je peux pas m'étaler plus sur les tomes 2 parce que vous n'avez pas lu si vous n'avez pas lu le premier tome, je peux pas vous spoiler en fait. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc voilà pour celui-là. Voilà, comme je le disais, vu que j'ai 2 tomes 2 dans l'histoire, je ne vais pas m'étaler plus que ça parce que je risquerais de vous spoiler en fait le tome 1 et le tome 2 compris, donc c'est un petit peu bête. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, ayez de très bonnes lectures, passez de très bonnes vacances et je vous fais plein de bisous. Ciao!